5 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Jordan Bardella est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Président du Rassemblement national. Merci beaucoup d'avoir réservé votre parole pour nos antennes. Les Français sont inquiets, Monsieur Bardella. Ils ont été très nombreux à regarder hier soir l'intervention du président de la République à la télévision. 15 millions de Français, avec un discours sombre et alarmiste. Il a évoqué la menace russe, on va le voir avec vous. La réponse européenne en matière de défense. Il y a un Conseil européen en ce moment même à Bruxelles. Mais il a surtout demandé l'engagement de la patrie française. La patrie a besoin de vous et de votre engagement. Est-ce que la France est entrée en guerre, Jordan Bardella ? Je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec les termes qu'on utilise. Surtout quand on est le président de la République, le chef des armées d'une nation qui est une nation qui compte en Europe et dans le monde. Elle a une voix singulière. Nous avons l'arme nucléaire et je pense que ça doit nous faire peser nos mots. Est-ce que la Russie, depuis 3 ans et à l'évidence plusieurs années, constitue une menace pour la sécurité de l'Europe et les intérêts et désintérêts français? À l'évidence, la réponse est oui. Est-ce qu'il faut donner le sentiment d'une réaction excessive et inquiéter les Français en leur expliquant que potentiellement ils vont se retrouver eux-mêmes en situation de faire la guerre avec une autre puissance nucléaire? Je pense que c'est un petit peu dangereux et un petit peu excessif. Et Emmanuel Macron est excessif ? Je crois que le rôle du président de la République est d'apparaître comme un facteur de stabilité, comme un facteur d'ordre, et non pas comme un pôle d'instabilité. Les Français sont extrêmement inquiets parce que nous nous dirigeons vers un monde de plus en plus incertain et que depuis 7 jours, à peine, le monde est sans dessus-dessous. Nous avons à l'ouest une puissance américaine. Trump vient d'être élu président des États-Unis sur la promesse de recentrer l'Amérique non plus comme parrain de l'Occident, mais sur la défense de ses propres intérêts. Et à l'Est, un État allié, l'Ukraine, qui subit une sale guerre depuis 3 ans et qui doit maintenant trouver les conditions non seulement de la paix, mais aussi de sa sécurité. Et au milieu, l'Europe doit se recentrer aussi elle-même sur ses intérêts, sur sa sécurité, évidemment sur la souveraineté de la France, dans ses moyens d'action, dans sa diplomatie et dans ses moyens de défense. Jordan Bardella, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, au fond ? Quand il dit qu'il faut réarmer la France, réarmer l'Europe et imposer une paix durable en Ukraine. Vous êtes sur la même ligne. Mais je pense qu'Emmanuel Macron est rattrapé par l'histoire et qu'il a nié pendant de très nombreuses années la réalité de ce nouveau monde qui apparaît aujourd'hui sous ses yeux. Quand le général Pierre de Villiers, en 2017, puis dans un livre dans Servir, s'alarme du fait que, à force de tailler nos armées à l'os, on perd la souveraineté de la France et on perd notre capacité de défense, il a été limogé pour cela. On voit les nations réapparaître sur la scène mondiale. On voit partout dans toutes les démocraties occidentales les peuples se réveiller et aspirer à replacer l'intérêt des États-nations au centre. MacArthur résumait les batailles perdues avec 2 mots, trop tard. Et on a le sentiment que le président de la République, non seulement peut apparaître excessif sur certains points, au risque d'être anxiogène pour beaucoup de Français, mais en plus, il vient faire le diagnostic aujourd'hui de son impuissance, alors que depuis très longtemps, le monde est en train précisément de reprendre conscience que si une nation ne défend pas ses intérêts, si elle n'a pas une défense, si elle n'a pas une industrie, si elle n'a pas une souveraineté alimentaire, si elle n'a pas une souveraineté économique, n'est plus une nation libre. Et il fait le constat tragique que la France aujourd'hui et l'Europe ne sont plus un pays et une civilisation libre et autonome. Jordan Bardella, je passe la parole dans un instant à Louis Dragnel et Gauthier Lebret. Ma question, c'était, la patrie a besoin de vous et de votre engagement. Est-ce que vous, en tant que patriote, vous êtes sensible à ce que dit le président ? Est-ce que, en tant que Français, citoyen, vous dites, engageons-nous, faisons des sacrifices, envisageons même une réserve nationale, pourquoi pas une conscription ? Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Pour faire quoi ? Pour aller faire la guerre avec la Russie ? Moi, depuis le début de ce conflit, j'ai été extrêmement clair. Nous soutenons l'Ukraine. Parce que quand on est patriote et souverainiste dans un pays, on est patriote et souverainiste pour tous les États du monde. Et on ne pouvait concevoir que l'Ukraine, qui est l'agressée, ne l'oublions jamais dans cette affaire et dans cette sale guerre depuis 3 ans, subisse la violation de ses frontières et la violation de sa souveraineté territoriale par une puissance étrangère qui menace des intérêts français, en l'occurrence la Russie. Je pense que dans ce contexte et dans cette configuration, on doit avoir 2 priorités à l'esprit. La paix et l'indépendance. La paix pour l'Ukraine, 1 million de victimes blessées et mortes depuis maintenant 3 ans. 2025 doit être l'année de la négociation, l'année de la paix. Et depuis 3 ans, nous demandons que la France prenne l'initiative d'une conférence internationale pour la paix.
Je crois que la position la plus sage ces dernières heures a été exprimée par Mme Meloni, la première ministre italienne, qui a indiqué la nécessité de réunir un sommet précisément pour déterminer les conditions de la paix qui réunirait à la fois en fait, la famille occidentale, c'est-à-dire à la fois les États-Unis d'Amérique, les Européens et l'Ukraine, et de l'autre, c'est l'indépendance. Le général de Gaulle disait que l'Europe ne doit exister que par elle-même et pour elle-même. Et on ne peut pas concevoir aujourd'hui une Europe puissance, une France puissante et une France souveraine si on continue à dépendre, notamment pour notre défense, des États-Unis d'Amérique. Les Américains vont défendre. Ils font toujours partie de notre famille, les Américains, pour vous, Jordan Bardella ? Bien sûr, ils font partie de la famille occidentale. Et ce qui m'a fait le plus de mal dans ces scènes et ces images très violentes qu'on a vues dans le bureau ovale, c'est que violentes contre Zelensky ? Bien sûr, c'est que ça participe d'une division du camp occidental. Je pense que le président ukrainien n'a pas été très adroit dans ses demandes, et de l'autre, le président américain a été très dur dans sa réponse. Brutal ? Il faut, bien sûr, brutal sur la forme, je pense que ça sautait aux yeux de tout le monde, mais dans la négociation de la paix, il faut faire en sorte que la Russie n'obtienne pas par la paix ce qu'elle n'a pas obtenu par la guerre. Donc il faut maintenant se mettre autour de la table, il faut maintenant faire cesser les armes, et que sur le long terme, on travaille aux conditions de notre indépendance. On formule des propositions extrêmement concrètes. Il faut que le budget de la défense nationale ne soit pas inférieur à 3% du PIB. Ça fait très longtemps que le Rassemblement national et Marine Le Pen portent cette proposition. Il faut qu'elle soit mise en œuvre. Et deuxièmement, on parle beaucoup de plans de soutien à la défense. Encore faut-il qu'on achète européen et par définition qu'on achète français. Vous savez, si la France a un rôle singulier aujourd'hui dans le concert des nations, c'est pour 3 raisons essentielles. La première, c'est que nous avons un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. La deuxième, c'est que nous avons l'arme nucléaire. Et la troisième, c'est que nous sommes peut-être, avec le Royaume-Uni, la seule puissance européenne à être dotée d'une armée d'exception, avec une base industrielle de défense et technologique qui est remarquable. Depuis 3 ans, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'essentiel des hausses de budget, 80% des hausses de budget liées à la défense et au soutien à l'Ukraine dans les États membres européens, ont été dépensées pour des entreprises extra-européennes et en partie pour des entreprises américaines. Moi, je souhaite qu'il y ait la préférence européenne dans les achats de défense, la préférence européenne dans les marchés publics, et je préfère effectivement que les nations européennes achètent des Rafales plutôt que des F-35 américains. C'est du patriotisme et c'est ce que font toutes les grandes puissances qui réussissent aujourd'hui dans la mondialisation. Louis Dragnel. Alors Jordan Bardella, ça tombe bien puisque aujourd'hui se réunissent les 27 chefs d'État et de gouvernement européens à travers donc un Conseil européen qui doit entériner un plan de 800 milliards d'euros pour investir justement dans l'industrie de défense notamment. Quelle est la position du Rassemblement national sur cette réunion et sur les mesures qui sont en train d'être prises ? Mais ce plan, il est extrêmement théorique. Parce que sur les 800 milliards qui ont été annoncés par la présidente de la Commission européenne, d'abord, moi, j'ai toutes les réticences du monde à voir la Commission européenne et ma plus vive opposition s'attaquer désormais au chantier de la défense. À chaque fois que la Commission européenne touche à quelque chose, c'est une catastrophe. Ils ont touché à l'agriculture, c'est une catastrophe. Nos agriculteurs sont dans les rues. Ils ont touché à la compétence de santé, ça a été une catastrophe. Ils ont touché à la compétence économique. Nous sommes aujourd'hui l'espace économique au monde où la croissance est la plus faible. On a fini l'année à 0% de croissance. Les États-Unis, c'était 3% de croissance. Le choix des armes, il ne peut être que souverain. Parce qu'on ne peut pas parler d'Europe de la défense quand aujourd'hui, une grande partie des pays européens achètent du matériel américain. Donc sur ces 800 milliards qui ont été annoncés, c'est très beau sur l'affichage. On parle de 150 milliards d'euros de prêts aux États et de 650 milliards d'euros d'argent souhaité, d'argent qui pourrait être mobilisé par les différents budgets nationaux. Bon, d'abord, je dois vous rappeler que le contexte budgétaire français, il est extrêmement restreint. Et que tant qu'on ne fait pas des économies, tant qu'on n'allège pas la mauvaise dépense publique, on ne peut pas redonner de la vitamine à la bonne dépense publique qui concerne la sécurité, la santé, la défense et le fonctionnement de nos services publics. Donc, je pense que la compétence de la défense doit rester dans le giron de l'État. Moi, j'entends que l'Europe de la défense, sur le papier, c'est séduisant parce que les Français ont le sentiment que, un peu comme quand j'avais défendu la double frontière en matière migratoire aux élections européennes, on va rajouter une deuxième couche d'armée. Il faut bien avoir conscience que non seulement les stratégies entre les différents États européens et les intérêts peuvent diverger, mais que si nous avions, au moment où nous nous parlons, une armée européenne et une défense européenne, on serait en guerre depuis 3 ans contre la Russie. Et que, précisément depuis 3 ans, la présidente de la Commission européenne aurait été en capacité d'envoyer des soldats français mourir sur le front ukrainien. Non seulement je crois que c'est une injure, pour ne pas dire un parjure à la souveraineté de la France, mais que cette vision-là, fédéraliste de l'Europe, est rejetée aujourd'hui par une majorité de peuples, à commencer par le peuple français.
Gauthier Lebret. Vous avez commencé à en parler, Jordan Bardella, le financement de notre réarmement. François Bayrou, aujourd'hui, a plutôt fermé la porte à des mannes d'économie. Donc il y a une idée comme ça qui vient dans le débat public, alimentée par le ministre de l'économie et des finances, toucher à l'épargne des Français. Réorienter cette épargne, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais d'abord, je n'ai aucune confiance en M. Lombard, qui est un socialiste. M. Lecornu dit la même chose. Et qui appelait, on a un ministre de l'économie en France qui appelait il y a quelques jours les entreprises françaises à moins produire. Il avait dit les entreprises françaises devront accepter d'être rentables. Si on veut répondre au défi de la puissance, si on veut répondre à l'Amérique de Donald Trump et répondre à ce défi de la souveraineté qui est un peu en creux le sujet dans la proposition que vous avez formulée, il faut qu'on soit capable de déverrouiller les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance, de soutenir notre industrie et de soutenir nos entreprises par une politique de simplification, par le soutien au nucléaire et la baisse des factures d'électricité, par une politique de patriotisme économique, etc. etc. Mais il y a un sujet, c'est vrai, dans le pays aujourd'hui, c'est que la France est l'un des pays où l'épargne est parmi les plus importantes des économies développées. Nous avions proposé, lors des élections législatives, Marine Le Pen avait porté cette proposition pendant la présidentielle, que l'État mette en place un fonds souverain. Il y a beaucoup de pays dans l'Europe et de par le monde qui flèchent l'épargne, pour les Français qui le souhaitent, pour les citoyens qui le souhaitent, vers des grands investissements stratégiques pour la nation. Et ce fonds souverain, qui pourrait être un véhicule d'investissement dont le capital serait garanti par l'État de plusieurs centaines de milliards d'euros chaque année, doit permettre, si nous arrivons demain à la tête du pays, de financer les grands projets d'intérêt pour le pays, dans le nucléaire, dans les infrastructures routières, dans la défense, etc. Mais donc les Français vont payer. Ça dépend des conditions. Dans tous les cas de figure, ce sont les Français qui vont payer. La question est un peu piège, parce que quand on dit les Français payent, quand on finance de la défense, quand on finance la sécurité, quand on finance la justice, c'est l'utilisation de l'impôt. Et moi, je déplore que non seulement nous avons l'un des taux de prélèvement obligatoire les plus élevés de toutes les économies développées, mais que parallèlement à ça, on n'a pas cessé de diminuer les dépenses et l'efficacité des services publics. Donc, encore une fois, il y a des économies à faire aujourd'hui dans la mauvaise dépense de l'État. Il faut recentrer les dépenses de l'État sur des services publics qui soient utiles, la sécurité, la santé, la justice, l'éducation et à l'évidence la défense. Donc, encore une fois, qu'il y ait des investissements dans le secteur de la défense, c'est très bien. Mais encore faut-il que ces investissements se fassent au profit de l'industrie française et de l'industrie européenne. Il y a combien de pays aujourd'hui en Europe qui achètent des avions, des Rafales français? 3. 2. Dont un qui n'est pas membre de l'Union européenne, c'est la Serbie. Alors, la Croatie en achète, la Grèce en achète, la Serbie en achète, mais la Serbie n'est pas dans l'Union européenne. Vous regardez la liste des commandes des autres pays à destination des F-35 américains, je veux dire, l'Europe de la défense a encore un petit bout de chemin devant elle. Jordan Bardella, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Emmanuel Macron aussi a déclaré qu'il était ouvert à un débat sur la force de dissuasion française, force de dissuasion nucléaire, bien entendu, de façon à ouvrir ce parapluie français nucléaire à nos voisins européens. Est-ce que vous lui dites, vous avez raison? Est-ce que c'est la doctrine gaulliste? Et est-ce que finalement, si la France garde bien la maîtrise de l'arme nucléaire, c'est une possibilité que vous validez? D'abord, c'est quoi la doctrine gaulienne? Je crois qu'elle est assez bien définie par le général de Gaulle en 1964, dans son grand discours de 1964, mais elle l'est aussi dans le livre blanc qui avait été porté par M. Debré à l'époque, en 1972, dans lequel il rappelait qu'il était inenvisageable de partager le bouton nucléaire, parce que, encore une fois, il permet à la France d'être un pays libre, d'être une puissance autonome, et lui confère en cela une diplomatie indépendante. De l'autre, il rappelait que la défense des intérêts vitaux de la nation française ne s'arrêtait pas aux frontières de l'Hexagone. Donc, en réalité, c'est déjà un peu le cas. Le général de Gaulle prenait l'exemple du Benelux dans son discours de 1964. Exactement. Mais on sait que l'appartenance aujourd'hui à un espace commun et l'appartenance à l'Union européenne confèrent d'ores et déjà un devoir d'assistance mutuelle pour un pays qui serait agressé. Peut-être pas nécessairement dans une dimension nucléaire. Mais je pense que l'arme nucléaire française, elle doit rester non seulement française, mais elle doit rester sous le contrôle exclusif du président de la République française, quel qu'il soit. Parce que, encore une fois, si nous avons aujourd'hui une voix singulière, et si nous devons renouer avec cet esprit français de non-alignement, qu'on voit d'ailleurs aussi dans les ventes de Rafale. On voit que les ventes de Rafale aujourd'hui par la France sont concentrées sur des pays, les Émirats
Arabes Unis, l'Indonésie, qui sont des pays dits non alignés sur la scène internationale. Donc, encore une fois, il faut revenir à cet esprit gaulliste, il faut revenir à cette philosophie gaullienne de la politique internationale. Et moi, je ne souhaite pas que la France délègue son arme nucléaire à des partenaires européens. Ni partage son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce qu'avait demandé l'Allemagne il y a quelques années. Opposé. Et on voit d'ailleurs qu'Emmanuel Macron n'a eu de cesse que de désarmer la souveraineté de la France. Quand il va jusqu'à proposer, à mettre sur la table, un hypothétique partage du siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, tout est dit. Et on voit bien que là encore, il participe d'une logique qui vise à déshabiller la souveraineté de la France et qui vise à déposséder la France de sa voix singulière dans le monde pour la fondre dans une voie unique qui serait celle de l'Union européenne. Moi, je ne veux pas de cette Europe fédérale. Je défends une Europe coopération entre États, coopération entre intérêts national, et c'est, je crois, ce que souhaitent de plus en plus de nos compatriotes. Il y a une possibilité, Jordan Bardella, après le cessez-le-feu, après la paix, c'est l'envoi de troupes françaises sur le sol ukrainien, avec sans doute aussi des troupes anglaises. Est-ce que vous êtes favorable pour donner des garanties de paix aux Ukrainiens en cas de récidive russe? Est-ce que vous êtes favorable, après la paix, après le cessez-le-feu, à cet envoi de troupes françaises? Je suis opposé à ce que l'armée française déploie des troupes sur le sol ukrainien. Nous n'avons pas varié de cette position depuis le déclenchement de la guerre. Et je crois que s'il doit y avoir demain une zone tampon, parce qu'il faut entendre la demande légitime du président ukrainien d'obtenir des garanties de sécurité. Ces dernières années, le président Poutine a violé à plusieurs reprises les cessez-le-feu qui avaient pourtant été négociés et signés autour d'une table. Si demain il doit y avoir une zone tampon qui garantirait à la fois une frontière à la Russie et une frontière à l'Ukraine, étant entendu qu'il y a déjà une différence d'approche entre, au moment où on se parle, les Américains et les Européens. C'est-à-dire que les Américains sont prêts, au moment où on se parle, à signer un accord de paix avec 20% du territoire ukrainien. C'est la progression russe depuis 3 ans qui serait reniée, alors que la vision européenne, qui est plutôt la mienne, consisterait à partir d'une base et d'un accord qui se ferait sans les 20%, évidemment, de territoire qui serait du coup rendu à l'Ukraine. Si demain il doit y avoir une zone tampon, je crois que cette zone tampon doit être sous l'égide des Nations Unies et des casques bleus. Et donc, la seule voie raisonnable qui pourrait permettre de garantir la paix, c'est celle des casques bleus et c'est celle de l'ONU. Jordan Bardella, on voit qu'Emmanuel Macron est en train de mener un bras de fer avec Vladimir Poutine. Comment expliquez-vous que la France puisse le faire face à la Russie et pas face à l'Algérie? Aujourd'hui encore, certains ressortissants algériens qui avaient été renvoyés en Algérie ont dû revenir sur le sol national. Emmanuel Macron est fort et dur avec Poutine et docile et faible avec Tebboune. Et c'est un paradoxe incommensurable. L'Algérie, depuis maintenant plusieurs années, mène une politique hostile à l'égard de la France, à l'égard des intérêts français, en refusant notamment de récupérer ses ressortissants, en construisant la légitimité de son régime sur une rente mémorielle et en multipliant les outrances à l'égard de la France, de la République et de ses dirigeants. Le bras de fer diplomatique, en réalité, il n'est pas mené face à l'Algérie. Et on voit bien là toute la limite de l'exercice de communication de Bruno Retailleau, du ministre de l'Intérieur, qui multiplie, c'est un peu good cop et bad cop, c'est-à-dire que lui, il multiplie les bonnes déclarations, il passe de la douce musique aux oreilles des électeurs du Rassemblement national, et puis on a le vrai visage de ce gouvernement. Ça vous fait peur d'ailleurs? Ça vous fait peur cette douce musique? Non, je trouve ça gênant. C'est extrêmement malsain que sur un sujet aussi sérieux que la sécurité des Français, que la politique d'immigration, que l'incapacité aujourd'hui de l'État à renvoyer en Algérie, on l'a encore vu il y a quelques heures. Où 2 types qui étaient connus des services de police ont été renvoyés à la frontière à Alger, qui a refusé de récupérer ses indésirables. Tout ça est extrêmement malsain. De faire penser qu'on agit quand on n'agit pas, je trouve ça profondément malsain. Et donc, au fond, le dilemme du ministre de l'Intérieur, il est très simple, c'est agir ou partir. Louis Dragnel, rapidement. J'insiste un peu sur la question que Laurence Ferrari vient de vous poser. On a quand même l'impression que Bruno Retailleau gêne un tout petit peu au Rassemblement national, parce qu'il est assez populaire parmi vos sympathisants, vos électeurs, et on voit que vous avez du mal à le prendre, c'est-à-dire qu'il y a certains moments où vous lui tombez dessus assez fortement, puis il y a des moments où on a l'impression que vous le ménagez. Jordan Bardella. Pas du tout. Enfin, moi, encore une fois, je ne juge pas la personne, je ne le connais pas personnellement, et je ne le juge même pas à ce qu'il dit, je le juge à ce qu'il fait. Bon, il est ministre de l'Intérieur depuis plusieurs mois, il nous a dit qu'ils allaient remettre en cause l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière. Bon, ils ne l'ont pas fait, ils ont augmenté l'aide médicale d'État.
Monsieur Retailleau nous a dit qu'on allait remettre en cause le port du voile pour les accompagnatrices scolaires. Ça n'a pas été fait. Ils ont indiqué que la loi ne changerait pas. Monsieur Retailleau nous a parlé d'un référendum sur l'immigration. Il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Monsieur Retailleau nous a parlé d'un bras de fer avec l'Algérie. Moi, je vois qu'il accueille des imams algériens qui sont téléguidés par Alger et qui viennent faire du prosélytisme et de la propagande pour l'islamisme et pour le régime algérien dans les mosquées françaises. Moi, j'ai entendu qu'on allait maintenant être très ferme sur la politique d'immigration. Les titres de séjour légaux ont augmenté. 86% des gens qui ont une OQTF n'ont pas été reconduits en 2024 à la frontière. Donc, moi, je veux dire, les déclarations, ça fait 20 ans qu'on entend ça. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que tous les 6 mois, on a un type de LR qui sort et à qui on nous dit « Oh là là, vous allez voir, il va convaincre vos électeurs ». Vous savez, oui, mais en 2007, ça a fonctionné avec Nicolas Sarkozy. Gauthier, dernière question. Il y a 20 ans. Mais la seule question, Jordan Bardella, c'est pourquoi Emmanuel Macron ne va pas au bras de fer avec l'Algérie, selon vous? Il y avait un ministre en off dans les colonnes du Figaro qui disait cette semaine il a peur de la diaspora algérienne en France. Oui, je pense qu'il est. D'abord, je pense qu'il a un rapport très intrigant à la France et à l'histoire française. Et on a le sentiment qu'Emmanuel Macron est en France sans être de France. Moi, je me souviens que lorsqu'il s'est déplacé en Algérie en 2017, il avait indiqué que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Quelques mois plus tard, il avait envoyé le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, fleurir la tombe du FLN et d'une organisation terroriste qui avait commis des atrocités et le summum de la barbarie contre la France, contre des citoyens français, contre des bâtiments de la République française, contre des policiers français. Donc on voit bien là que historiquement, la droite a toujours été très proche du Maroc, la gauche a toujours été très proche de l'Algérie, et le président de la République, Emmanuel Macron, a réussi l'exploit de se fâcher avec les deux. Moi, je ne confonds pas le peuple algérien avec les dirigeants algériens. Mais nous avons donné son indépendance à l'Algérie, il faut maintenant que l'Algérie nous donne la nôtre. Et si on ne fait pas le bras de fer, si on ne remet pas en cause les accords de 1968, si on ne suspend pas les visas qui sont donnés aux ressortissants algériens, si on ne suspend pas l'aide au développement, et l'argent public est gagné par nos compatriotes, qui est versé chaque année à l'Algérie par le biais français et européen, si on n'empêche pas les dirigeants algériens de venir se faire soigner en France aux frais de la princesse, alors l'Algérie ne nous respectera pas. Je pense que l'Algérie ne comprend que le rapport de force, et si aujourd'hui elle se croit autorisée à malmener la diplomatie française, à refuser ses ressortissants et à détenir Boualem Sensal, c'est-à-dire un auteur franco-algérien qui a critiqué le régime, alors la France ne se fera pas respecter en Europe et par les autres pays du monde. Merci Jordan Bardella d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, Ce que je cherche, aux éditions Fayard.